Bonsoir à tous et à tous, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres au sommaire de cette édition. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est à Rome. Il a participé hier à la première session 2019 du Conseil d'administration du Programme alimentaire mondial. Le vice-président s'est félicité des actions du gouvernement ivoirien en faveur de la lutte contre la faim et la malnutrition. Et nous parlons dans ce journal de la crise sur le marché du mobile money en Côte d'Ivoire due à l'augmentation des frais de transfert d'argent. La cause, le cumul de taxes d'un montant de 7,2% sur les commissions des opérateurs contenues dans l'annexe fiscale 2019. Les grandes questions liées à ce problème sont élucidées dans ce journal. Et puis de l'électricité à portée du monde rural, c'est le titre du dossier Ecopus de ce mardi. Comment évolue le programme national d'électrification rurale? Quel impact sur les populations? Un ensemble de réponses à trouver dans la suite de cette édition. Bienvenue dans ce 23h. Ouvrons ce journal par cette audience accordée ce mardi 26 février par le président de la République à la directrice générale de l'UNESCO. L'audience s'est tenue en la résidence du chef de l'État à Cocody. Audrey Azoulay a avant cela effectué une visite de la fondation Ampateba, fondation qui dispose d'une collection de plus de 3000 ouvrages rares. La directrice générale de l'UNESCO entame ainsi une visite officielle de 48 heures à Abidjan et je vous propose à travers cet élément de revenir sur sa rencontre avec le chef de l'État Alassane Ouattara. On regarde. Nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir Madame Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Madame, c'est un bonheur de vous avoir ici et merci pour tout ce que l'UNESCO fait pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais c'est moi qui vous remercie de cet accueil pour ma première visite officielle en tant que directrice générale de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir reçus avec mon équipe. Nous avons évoqué avec le Président les différents aspects de la coopération très riche entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, les questions de patrimoine culturel, les questions d'éducation, bien sûr, nos différentes collaborations pour la paix, pour la recherche de la paix, et tous les sujets d'avenir qui nous rassemblent, au premier rang desquels aussi la défense du système multilatéral et de la coopération internationale. Revenons sur la première session ordinaire du Conseil d'administration du PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a eu lieu hier au siège de l'organisation à Rome, en Italie. Daniel Kablan-Duncan, le vice-président de la Côte d'Ivoire, y a pris part. Il a dans son discours souligné la place de choix qu'occupe la lutte contre la faim et la malnutrition dans les actions du gouvernement ivoirien. Le point de cette journée avec Jérôme Kofi Aboulin, notre envoyé spécial à Rome. Le Programme alimentaire mondial à la première session ordinaire de son conseil d'administration au titre de l'année 2019. C'est à son siège mondial dans la capitale italienne, Rome, que l'événement a lieu ce lundi 25 février. Outre l'adoption de l'ordre du jour, cette cérémonie est marquée par l'élection du bureau et la nomination du rapporteur, suivie des remarques liminaires du directeur exécutif David Béchelet. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan, présent, a saisi l'occasion pour indiquer que la lutte contre la faim et la malnutrition reste l'une des priorités du gouvernement. Il n'a toutefois pas manqué de tirer la sonnette d'alarme sur la question de la sécurité alimentaire. La disponibilité alimentaire, bien qu'elle soit globalement satisfaisante au plan national, elle est soumise à des pertes post-récolte et post-capture variant de 30 à 40%. Dû à de faibles capacités de conservation et de transformation de nos produits. Je pense que pour toute l'Afrique, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur exécutif, c'est un dossier sur lequel le PAM et les autres organisations, FAO et SON, doivent travailler parce qu'il ne serait à rien de produit s'il faut ensuite perdre 30 à 40% parce que la conservation n'est pas assurée comme il faut, de même que la transformation. Conscient de l'enjeu de la sécurité alimentaire et de la sécurité nutritionnelle des populations, le gouvernement ivoirien, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la faim et la malnutrition sa priorité nationale. Je répète, la priorité nationale. Cette vision s'est traduite dans les plans nationaux de développement 2012-2015 et 2016-2020 et à travers les plans sectoriels, notamment le plan national de développement sanitaire, le PNDS,
le plan national d'investissement agricole, le PNIA 2, le plan national stratégique de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture, la stratégie nationale de l'alimentation scolaire et la stratégie nationale de protection sociale. Le vice-président Daniel Kaplan-Duncan, invité spécial à cette session ordinaire du conseil d'administration du PAM, mais c'est surtout sa casquette de facilitateur pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Côte d'Ivoire qui lui a valu cette invitation. Le nouveau président du conseil d'administration du PAM s'appelle Hicham Mohamed Mustafa Badr, un Égyptien. Il succède à Soltan Kalman de la Hongrie. À présent, un mot sur le Salon international de l'agriculture. Hervé Blé, notre envoyé spécial à Paris, nous rapporte des images du stand Mira où poissons et escargots attirent l'attention des visiteurs du salon et au grand plaisir de ses animateurs en regardent. Salon international de l'agriculture de Paris, après plus de 48 heures de présence assidue, le moment est venu de prendre soin des stars du stand du ministère des Ressources animales et halieutiques. Rien n'est négligé pour permettre aux tilapia et aux silures, les mascottes des ressources halieutiques, de continuer à jouer pleinement leur rôle. Nous sommes en train de siphonner, c'est-à-dire nettoyer les particules solides qui se retrouvent dans le fond de l'aquarium. Ensuite, renouveler l'eau pour permettre aux poissons d'être dans un certain confort. Les eaux troubles peuvent asphyxier les poissons. Pas question de perdre les poissons, tout est mis en œuvre pour leur assurer un certain confort, et cela depuis Abidjan. Il faut mentionner que les poissons sont situés d'une part à Jacquesville et d'autre part à Mopoyem, où se trouvent les stations du ministère. Et donc, à partir de 15 h, nous quittons les villes de la province pour nous retrouver à l'aéroport où nous faisons un dernier contrôle avant l'embarquement. Rendu tiède, l'eau permet aux poissons d'évoluer dans un environnement semblable à celui d'où ils ont été tirés. À l'escargot Achatina, cet autre digne ambassadeur des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, à ce salon, il faut aussi évoluer dans un environnement particulier et l'on y veille. Qui viennent d'où? Côte d'Ivoire. C'est énorme. Hein? Il faut des conditions de température entre 22 et 25 degrés. Donc il y a la lumière qui est utilisée pour pouvoir chauffer l'aquarium. C'est difficile à entretenir. L'eau, la température et puis la nourriture, il est quand même assez aisé de pouvoir le faire si ces trois conditions-là sont réunies. Quand on le voit comme ça, on n'a plus envie de le manger. Hein. Ah bon? Oh. Ça, c'est pas le petit gris, ça, c'est le gros gris. Mignon, donc c'est le gros gris. C'est déjà un plaisir que de voir des gens admiratifs. Mâchoirons, tilapia et escargots sont bichonnés. Ce jeudi, ils seront à l'honneur à la journée ivoirienne, prévue en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani. Et intéressons-nous maintenant à la crise sur le marché du mobile money en Côte d'Ivoire, un conflit dû à l'augmentation des frais de transfert d'argent. La guerre se poursuit entre opérateurs, régulateurs et les impôts. Le constat, c'est que depuis 48 heures, on assiste à ce qui pourrait être considéré comme une guerre des communiqués entre l'administration fiscale et les opérateurs de téléphonie mobile. L'objet de ces échanges interposés est l'augmentation des frais de transaction via la plateforme Mobile Money. En cause, le cumul des taxes d'un montant de 7,2% sur les commissions des opérateurs contenues dans l'annexe fiscale 2019. Le problème est mis ce soir en évidence dans cet élément de Cheikh Koné que je vous propose de suivre à présent. Bonjour. Conformément à l'annexe fiscale 2019, de nouvelles taxes s'appliquent aux transactions. Consultez les nouveaux tarifs. C'est par ces messages via les téléphones portables et les plateformes des réseaux sociaux diffusés le lundi 25 février que les 3 opérateurs de téléphonie mobile ont informé leurs abonnés sur la mesure d'augmentation des frais de transaction. Une hausse pour la moins surprenante pour les consommateurs. Il faut dire que concernant l'augmentation du transfert, là, mais concernant moi, ça ne m'arrange pas. Vu l'évolution de certaines choses-là, c'est trop. Viviane Guesson s'est rendue dans un point d'émission de monnaie électronique. Pour un transfert de 25 000 francs CFA, elle déboursait habituellement 1 100 francs CFA. Mais ce matin, Viviane va devoir ajouter 90 francs CFA sur les frais, soit
1190 francs CFA. Je trouve qu'il y a un peu trop de taxes dont on ne comprend pas le sens. Que ce soit avec d'autres opérateurs, on a toujours des augmentations de taxes. On ne comprend pas pourquoi, on n'est pas informé. Mais ça ne peut pas continuer éternellement d'imposer, de taxer, on ne sait pas pourquoi. La hausse des tarifs varie d'un opérateur à un autre et d'une tranche à une autre. Un exemple. Pour une tranche comprise entre 1,5 million francs CFA et 1 500 000 francs CFA, les frais s'élèvent à 21 445 francs CFA contre 19 900 francs CFA, soit une hausse de 1 545 francs CFA. Pour les opérateurs, cette augmentation fait suite aux mesures de la nouvelle année fiscale 2019 qui applique une série de taxes sur le chiffre d'affaires des entreprises émettrices de monnaie électronique. Ce n'est pas de notre fait. L'année fiscale a bel et bien été votée par l'Assemblée nationale, donc ça ne vient pas de nous. C'est en application de principes comptables simples qui veut que lorsqu'une entreprise voit ses charges augmenter, et lorsque ces nouvelles taxes sont notamment des taxes à la consommation, il est clair que cela doit être répliqué sur le prix du bien ou du service produit. Toutefois, les opérateurs précisent être ouverts aux discussions. Du côté de la Direction générale des impôts, une hausse des tarifs ne saurait s'expliquer. L'article 14 de l'annexe fiscale 2019 est venu leur préciser que la commission perçue du fait des opérations de transfert d'argent, cette commission-là entre bel et bien dans le champ d'application de la taxe. Pour prendre un exemple, lorsque vous faites une opération de transfert d'argent à 100 000 francs, la commission de l'opérateur est de 2100 francs. Vous devez calculer donc l'ensemble de ces taxes-là à un taux cumulé de 7,2% sur les 2100 francs. Ça fait à peu près 150 francs, qui est demandé à l'opérateur sur la commission. Et donc, c'est la commission de l'opérateur qui est concernée. Le consommateur final n'est nullement concerné par l'opération. Par conséquent, pour le directeur général des impôts, la répercussion de cette taxe sur les consommateurs est illégale. Dans un communiqué, la Direction générale de l'autorité de régulation des télécommunications a exigé de tous les opérateurs de téléphonie l'arrêt immédiat de l'application des nouveaux tarifs entrés en vigueur. Bien que sur le terrain, cette mesure n'est pas encore applicable, quelques consommateurs saluent la décision. Je tiens à saluer les régulateurs du marché et la DGI. Elle gagnerait plutôt à aller plus loin. Et la question que je voudrais poser, quelles sont les dispositions qu'ils prendront pour nous qui avons effectué des transactions d'hier à aujourd'hui? Notons que dans l'année fiscale 2019, en son article 14, au titre des mesures de rationalisation et de modernisation, des taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie ont été instituées. Il s'agit des taxes de 0,2% pour la promotion de la culture, de 5% sur les entreprises de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, et de 2% pour le développement des nouvelles technologies en zone rurale, soit un total cumulé de 7,2% de taxes. Ce reportage traitait de la crise sur le marché mobile money en Côte d'Ivoire, un problème dû au cumul des taxes, un cumul estimé à 7,2% sur les bénéfices des opérateurs de téléphonie mobile. Le dossier Ecoplus de ce mardi porte sur l'électrification rurale, de l'électrification à portée du monde rural, c'est le titre. Petit historique, il y a un peu plus de 3 ans, démarrait le programme national d'électrification rurale avec pour objectif l'électrification des villages de plus de 500 habitants d'ici à 2030. L'objectif fixé par le gouvernement ivoirien. L'objectif de ce programme à portée sociale est aussi de corriger les disparités constatées sur le taux de couverture dans les régions, soulignant qu'environ 250 milliards de francs CFA ont été déjà investis. Comment évolue ce programme? Quel en est l'impact sur le quotidien des populations à ce jour? Pour le savoir, notre équipe de reportage a visité pour vous les villages de Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire profonde. Leur expérience de l'électrification rurale vous est délivrée dans ce dossier Ecoplus du mardi, un dossier proposé par Jean-Louis Bangbo. Bougou,
Village situé à 38 km de Kong, dans la région de Tchologo. Bien que doté de nombreux indicateurs de progrès, ce village de plus de 3000 âmes est dépourvu d'électricité. C'est pourtant à Bougou que Mawa, coiffeuse, a choisi de s'installer. Un choix qui ne va pas sans conséquences. C'est le manque de courant qui me fatigue actuellement. Si on a le courant, il y a des modèles, je peux faire ça. Mais actuellement, sans le courant, ça me fatigue beaucoup. Je ne peux rien faire d'autre. Si ce n'est pas les chiens, avec les makoussi. Le peu que je gagne, ça ne me suffit pas. Ça n'arrive pas à mes besoins même. Ça me fatigue beaucoup. Mawa n'est pas la seule à Bougou dont l'activité est impactée par l'absence d'électricité. Ce commerçant qui propose dans sa boutique de la boisson fraîche à ses clients a recours à l'énergie solaire pour contourner cette difficulté, autant que certains habitants de ce village. J'ai payé panneau de 200 000 par 3. Et puis, j'ai payé batterie, quoi. Batterie pour 160 encore 3. Et puis, il y a un transport que j'ai payé à 140 000. C'est ça, j'ai appelé quelqu'un, est venu installer pour moi, j'ai travaillé avec ça. Amadou a investi plus d'1 200 000 francs CFA pour la bonne marche de ses affaires. De l'énergie solaire pour le commerce, mais également pour l'usage domestique. En tout cas, il y a 5 ampoules, appareil à la télévision, et puis toujours, on est en train de charger le tout portable du quartier là, c'est ici. S'il est établi qu'elle contribue à réduire la fracture énergétique, l'énergie solaire est un luxe que ne peuvent s'offrir tous les habitants de Bougou, des agriculteurs essentiellement. Le courant est moins cher plus que le soleil. Il y a trop de choses dedans. Toujours, il faut changer de batterie. Les batteries qui coûtent 150, 100 000, des fois, mais on s'en prend jusqu'à Burkina. Sur les 16 villages que compte la sous-préfecture de Bilimono, dont dépend Bougou, seuls 5 sont électrifiés. Les autres sont en cours d'électrification. À Bougou, notamment, les travaux sont en voie de finalisation. Les poteaux électriques installés sur les grandes artères n'attendent que la mise sous tension. Il n'en fallait pas plus pour que le village entame sa mue. Comme les gens ont vu que le courant venait là, on ne peut pas rester dedans, il faut avoir des magasins, des congélateurs. Tous ces magasins que vous voyez là, il y a des congélateurs qui sont dedans, qui attendent l'arrivée du courant. Ils sont là, tous, ils attendent. Donc quand la haute tension va venir, ils vont brancher. En tout cas, ça sera une grande fête ici. On va inviter tout le monde. C'est ça. On n'en est pas encore là. Et la tombée de la nuit vient rappeler à tous la précarité dans laquelle vit Bougou. C'est à la tombée de la nuit que nous ressentons vraiment l'absence de courant. Moi, qui ne suis qu'un simple cultivateur, en tout cas, si le courant arrive ici, au vu de ma position à proximité de ce poteau électrique, je crois que je serai l'un des premiers à m'abonner. Le vieil homme n'a pas les moyens de s'offrir de l'énergie solaire. Pareil pour cette mère de famille qui est obligée de piler le foutou dans l'obscurité. Dans le noir, c'est vraiment difficile de piler le foutou. Mais on ne peut pas faire autrement car il y a des travaux champêtres à effectuer dans la journée et on n'a que le soir pour préparer le repas. On n'a pas suffisamment d'argent pour l'énergie solaire. S'il y avait l'électricité, les choses seraient beaucoup plus faciles. En tout cas, le courant est beaucoup attendu ici. En attendant la mise sous tension qui viendrait faciliter la vie de ces sujets, le chef Ouattara Bakogoli, lui, peut profiter des programmes de télé grâce à l'énergie solaire. Bougou, avec ses 3335 habitants, devrait dans quelques mois intégrer le cercle des localités électrifiées en Côte d'Ivoire. Un rêve qui se réalise grâce au programme national d'électrification rurale, PRONER, qui vise l'électrification des villages de plus de 500 habitants. Les villageois n'ont rien à payer pour que les villages soient électrifiés. C'est l'État qui décide d'électrifier donc ces localités. Donc tout est à la charge donc, de l'État. Et nous est souvent revenu que des personnes donc, iraient auprès donc, de nos parents dans certains villages et prendraient de l'argent disant que bon, ils vont venir travailler de sorte que le village soit sur un programme. Et je vous le dis clairement, il suffit d'être une localité de Côte d'Ivoire, le village n'a qu'à avoir au moins 500 habitants, 500 et plus.
et systématiquement, il va être inscrit dans un des programmes donc, qui vont nous permettre donc, de finir avec le village de moins 500 habitants. 2122 villages ont ainsi pu être électrifiés entre 2012 et 2018 pour un investissement d'environ 250 milliards de francs CFA, soit presque autant qu'en plus de 50 ans. Au total, ce sont à ce jour 4 934 villages ivoiriens qui ont bénéficié de l'électrification. Mbia, dans la sous-préfecture de Niofoué à Korogo, en fait partie. Mais depuis la mise sous tension du village en novembre 2018, les populations attendent toujours les compteurs qui leur permettront de profiter pleinement de cette électrification. Il y a courant, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de compteur pour le moment à la maison. Donc on prie Dieu pour ne pas que le compteur va rester. Ce compteur doit venir et puis on va prendre le compteur pour mettre dans notre maison. Et puis on va regarder la télé. S'il y a ventilateur à côté aussi, c'est bon. Voilà, c'est pour tout ce qu'on est en train de chercher. S'il n'y a pas de compteur, c'est comme si c'est la lumière seulement qui est sur la route, mais à la maison, il n'y a pas de lumière. Un apparent dysfonctionnement du système qui s'explique. Dès que le volet est mis sous tension, chacun peut aller individuellement faire sa demande de branchement. Maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau programme que le gouvernement a lancé, qu'on appelle le programme électricité pour tous, il est tellement bon que tous nos parents au village attendent que le programme arrive chez eux. Donc ça donne l'impression qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose. Parce que finalement, au lieu de payer 150 000 francs pour être raccordé, on paye tout simplement 1 000 francs et puis le travail est fait. Donc c'est ça qui donne cette impression-là. Sinon, dès que le village est électrifié, on peut aller demander donc un abonnement. L'objectif du gouvernement est d'aboutir à une électrification totale de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. 631 milliards de francs CFA, c'est l'investissement qui est prévu pour l'atteinte de cet objectif. On passerait ainsi d'un taux de couverture de 48% en 2011 à 100% en 2030. Un dossier de Jean-Luc Bangbo à retrouver sur www.rti.ci. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité anticipe sur la prochaine saison des pluies. Au titre des actions préventives, la ministre Annou Loto a rencontré ce lundi les autorités de la commune d'Adjamé. Le point de l'entrevue avec Grace Kando. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, dans les locaux de la mairie d'Adjamé, Anne-Désirée Ouloto, est venue échanger avec les autorités communales en prélude à la saison des pluies. Sites inondables, salubrité, assainissement, installations anarchiques, prolifération de garages anarchiques, autant de questions abordées au cours des échanges. La saison des pluies arrive à grands pas. Adjamé n'échappe pas aux inondations. C'est la raison pour laquelle nous avons également anticipé avec la commune d'Adjamé pour sensibiliser déjà et apporter des mesures correctives à l'effet de faire en sorte que les populations vivent ces saisons des pluies avec un peu plus de quiétude. Donc des initiatives allant dans le sens du curage des caniveaux, de la libération des emprises, etc., seront nécessairement entreprises. Sur le terrain, nous avons déjà commencé à travailler. Nous avons commencé par la sensibilisation de notre population. Et par la suite, nous allons engager des actions allant dans le sens et de l'assainissement et de la salubrité. Avant Adjamé, la ministre Anne-Désirée Ouloto était dans les communes de Koumassi, d'Abobo et de Cocody. Un programme de renforcement des capacités en matière de changement de comportement des points focaux de ces différentes mairies sera mis en place. Et espérons que ces actions permettront d'éviter les drames que vivent les populations durant les précédentes saisons des pluies. Parlons d'autonomisation des femmes. Pour l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire, 6 structures financières décentralisées bénéficient d'un financement de 240 millions de francs CFA. Une action qui s'inscrit dans le cadre d'une convention signée entre ces 6 systèmes financiers décentralisés avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les détails dans ce reportage de Sephora Zegui. 6 structures financières décentralisées signe une convention de collaboration pour l'octroi d'un prêt de 240 millions de francs CFA pour l'autonomisation des femmes. Cette convention va permettre aux femmes de bénéficier de plus de crédits avec un taux d'intérêt de 1% et des conditions souples. Nous avons dans notre localité des groupements qui ont été formés au système avec.
Et comme elles n'ont pas assez d'épargne, la sélection est limitée. On ne peut pas joindre tout le monde, on ne peut pas satisfaire aux besoins de tout le monde. Mais avec ce fonds, nous allons pouvoir satisfaire aux besoins de toutes les femmes. Puisque les conditions sont souples, le taux d'intérêt est faible, donc je pense que ça va aider beaucoup les femmes de ma localité. L'innovation apportée au Fonds national Femmes et Développement à travers les services financiers décentralisés lui a permis de devenir un véritable outil d'appui financier du gouvernement au profit des femmes. Bakayoko Liramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a félicité les responsables des systèmes financiers décentralisés pour leur bonne gestion. Votre savoir-faire, votre professionnalisme et votre dévouement ont permis au projet d'être performant pour prendre au fil du temps la dimension qu'il a aujourd'hui, avec l'ambition donc de sa pérennisation. Votre volonté affirmée de nous accompagner franchement dans notre mission d'aide aux femmes en situation économiquement précaire a fait de vous et vos structures respectives l'épine dorsale de la réussite de notre projet. Institué par décret en avril 1994, le Fonds national Femmes et Développement a pour but de lutter contre la féminisation de la pauvreté, d'en atténuer les effets négatifs sur les femmes et d'aider les plus démunis parmi elles à développer l'esprit d'initiative en exerçant des activités génératrices de revenus. Direction l'ouest du pays, précisément à Mans, les jeunes du Grand Ouest prônent la paix. La jeunesse de la région du Tangpi, rassemblée au stade Léon Robert de Mans, a sensibilisé les jeunes et toutes les populations diverses autour des idéaux de paix et de cohésion sociale. Le compte-rendu de ce moment par Herve Boué. Stade Léon Robert de Mans. Un public majoritairement jeune, une jeunesse venue des régions du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire, en l'occurrence le Dubois, Osassandra, Nawa, Go, Bafing, Maraoué, San Pedro, Guemon, Cavali et Tongpi. Un rassemblement qui a pour but de sensibiliser l'ensemble de la jeunesse ivoirienne sur les idéaux du civisme, de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Une initiative de la jeunesse du Tongpi. Nous voulons, nous, jeunesse du Grand Ouest, prendre notre part active au développement auprès de ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, parce que sans l'État de Côte d'Ivoire, la jeunesse ne peut pas émerger. On a tous vécu des moments difficiles, mais sans le pardon, rien de concret, rien de solide ne pourra se faire. Il faille qu'on puisse s'entendre main dans la main pour pouvoir avoir une Côte d'Ivoire stable et durable. Une occasion idéale pour les ministres Mariette Koné et Albert Ouakousemabri pour exhorter les jeunes à maintenir un climat de paix dans leurs régions respectives et à adopter un comportement citoyen. Chers jeunes, nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes en paix. Il faut la tolérance, il faut dialoguer. Il faut bannir la haine, il faut bannir la violence physique, la violence verbale, il faut respecter les institutions. Est-ce que les jeunes de Grand-Ouest sont en train de dire oui à la paix en Côte d'Ivoire? Est-ce que les jeunes du Grand-Ouest sont en train de dire oui à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Est-ce que les jeunes du Grand-Ouest sont en train de dire qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités? Si vous prenez vos responsabilités, vous inviterez tous les autres jeunes à se joindre à vous. Une jeunesse unie est prête à relever les défis de développement. L'assurance en a été donnée par l'ensemble des participants à ce grand rassemblement. Et c'est sur ces mots qui font la promotion de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire que nous terminons ce journal. Je vous retrouve demain pour d'autres informations sur RTI 1. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.